Merci bien, Chérif Diop. Nous enchaînons avec notre invité, professeur Issa Wan, qui est agrégé de sciences santé publique et il est également le président de l'Association sénégalaise des professionnels de santé publique. Bonsoir, professeur, et merci encore. Bonsoir, Madame Touré. On va d'abord commencer par cette augmentation ou la propagation du virus du corona qui est en train de faire en sorte que le Sénégal enregistre de nombreux cas. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé nous parle de 2 cas graves. Doit-on s'inquiéter ou la situation est toujours sous contrôle? Je pense que vous avez raison de mettre l'accent sur l'augmentation des cas. Nous sommes partis le 2 mars du premier cas, qui était ce qu'on appelle un cas importé. Aujourd'hui, on est à 162 cas, comme vous l'avez si bien dit, avec quand même 28 guérisons et 2 cas graves. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, la situation est encore sous contrôle, mais il y a lieu de s'alarmer. S'alarmer sans s'inquiéter, sans penser qu'on est à la veille d'un cataclysme. Non, ce n'est pas le cas. Les 2 patients graves sont pris en charge. On espère tous, on prie pour qu'ils se relèvent de cette maladie. Mais j'insiste sur le fait qu'on peut être à un moment de croissance exponentielle. Parce qu'on avait l'habitude, 1, 2 cas, 3 cas. On est arrivé maintenant à une quinzaine à 20 cas par jour. Donc, à un certain niveau, la courbe risque de prendre une allure exponentielle. On ne le souhaite pas, mais c'est ce qui est arrivé en France, c'est ce qui est arrivé en Chine, c'est ce qui est arrivé en Italie, c'est ce qui est arrivé en Espagne. Donc, il y a lieu de s'alarmer et, en toute responsabilité et dans le calme, organiser la réponse. Est-ce qu'on a aujourd'hui une suffisance ou une disponibilité des ressources humaines qualifiées pour pouvoir prendre en charge ce type de maladie? Les ressources humaines, je pense que oui. On a des ressources humaines qualifiées. Et si les cas augmentent, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir faire face? Oui, peut-être est-ce qu'en nombre? En nombre, je pense qu'on a des ressources humaines qu'il faut déployer de façon judicieuse. Utilisées à bon escient dans le système de santé, mais en tant que spécialiste de santé publique, je pense qu'il faut décentraliser la réponse. C'est mon avis. Je pense qu'il faut maintenant créer des centres secondaires dans les collectivités territoriales avec des jeunes médecins ou des étudiants en médecine dûment formés qui assureraient donc une sorte de tampon entre la communauté et les établissements de santé. Ces cas bénins ou des cas ces services tampons pourraient assurer le dépistage et la prise en charge des cas simples ou modérément sévères, avant qu'il n'ait besoin d'arriver au niveau des services de santé de niveau 2, 3 ou même 1. Vous avez évoqué la décentralisation et ma question est la suivante. Qu'en est-il aujourd'hui de la cartographie? Est-ce qu'il serait grand temps d'identifier les zones les plus touchées et de réfléchir sur un confinement strict ou partiel? Ce que nous avions proposé depuis plus d'1 mois, enfin il y a 1 mois à peu près, c'est d'établir un cordon sanitaire autour des zones qui à l'époque étaient les seules atteintes, Dakar et Touba. Un cordon sanitaire, ça ne veut pas dire un confinement ou bien un isolement, non. Ça veut dire simplement qu'on contrôle les entrées et les sorties de ces zones atteintes. Je conçois que ce n'est pas une solution facile parce que nos frontières régionales sont très poreuses. Quand vous prenez Touba, par exemple, c'est au centre du Sénégal, ou en tout cas c'est ouvert à plusieurs régions, donc c'est très difficile. Mais je pense d'abord, si on alliait la sensibilisation et des mesures de restriction d'entrée et de sortie dans ces zones, je pense que ça aurait... Mais comment évaluez-vous déjà le plan de riposte qui est en train d'être exécuté par le Je pense ministère? quand même que ce n'est pas... le plan de riposte est en train d'être mis en œuvre de façon judicieuse. Les patients sont... C'est vrai qu'on fait un dépistage orienté vers les cas suspects et les sujets contacts, c'est vrai. Si le pays avait les moyens de dépister plus largement, ça aurait été mieux. Mais je pense, au vu des résultats,
que le plan de riposte... Et pour les cas communautaires? Oui, c'est justement pour les cas qu'on dit cas communautaires. En réalité, moi je ne les appellerai pas cas communautaires parce que ce sont des cas, ils appellent cas communautaires, des cas qui ne viennent pas de l'extérieur et qui ne sont pas issus des contacts qui sont suivis. Donc, c'est des cas, disons, qui viennent, on ne sait pas trop comment ils ont été contaminés. Et c'est justement pour ces cas que je pense qu'il faut des postes avancés, que moi j'appelle des postes tampons, avec l'appui des collectivités territoriales et des professionnels de santé, des étudiants en médecine qui actuellement sont en vacances, des médecins bénévoles qui animeraient ces centres où on ferait du dépistage, et même du dépistage avancé s'il le faut dans les quartiers. On ferait des soins simples et on ferait de l'isolement pour les cas qui ne nécessitent pas un transfert en milieu hospitalier. Parce que ce qui va se passer, c'est que nos hôpitaux vont être bientôt débordés. Et avant qu'on en arrive là, je pense qu'il est temps de penser à ces services, à ces structures relais qui serviraient de filtre ou de tri avant que les patients n'arrivent au niveau... Donc aujourd'hui, il faut envisager un dépistage massif. C'est difficile de le dire parce que ça a un coût. Ça a un coût. Il faudrait qu'on sache combien ça coûte. Est-ce que le Sénégal... Et là, on est parti chercher 1000 milliards quand même, professeur. Oui, mais... Est-ce qu'on a encore mobilisé ce montant? Je ne crois pas. Je n'en sais rien. Ça, ce n'est pas le médecin qui peut le dire. Bien sûr. Qui peut le dire. C'est l'idéal. L'idéal, c'est de faire un dépistage le plus large possible. C'est l'idéal pour aller chercher les patients là où ils sont, avant que même ils ne soient sujet contact, enfin, je veux dire, avant qu'ils ne soient identifiés comme sujet contact ou comme cas suspect. C'est ce que la Corée a fait, donc dépistage massif, utilisation des nouvelles technologies de l'information pour identifier des sujets suspects et surtout aussi la discipline. Parce que la Corée du Sud, c'est un pays où la population est très disciplinée. Il faut aussi que nous apprenions la discipline. L'inexistence des tests est souvent décriée en Afrique. Qu'est-ce qu'on a appris des différentes épidémies qui ont traversé le monde? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de développer des outils qui puissent nous permettre aujourd'hui de pouvoir avancer dans le diagnostic? Vous avez parfaitement raison. C'est vrai qu'on ne tire pas assez les leçons des épidémies passées. Ce n'est pas la première épidémie. Je vous ai parlé de la grippe aviaire. Dieu merci, ça ne s'est pas déclaré au Sénégal, mais il y avait une grande préparation contre cette grippe aviaire qui menaçait parce que le virus de la grippe aviaire était beaucoup plus létal, beaucoup plus mortel que le virus, le nouveau coronavirus. Donc à l'époque, il y avait une préparation et même conjointe santé animale, santé humaine, parce qu'on n'oublie pas que ces maladies sont ce qu'on appelle des zoonoses. L'origine est animale. Mais une fois que l'animal a contaminé l'être humain, le gros risque, c'est la contamination interhumaine. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Il n'y a plus d'animal, enfin, à notre connaissance. Mais par contre, les hommes se contaminent et beaucoup entre eux. Donc, vous avez raison. Il faut qu'au sortir de cette épidémie, qu'on tire le bilan et qu'on puisse préparer les prochaines épidémies qui immanquablement vont venir. Mais qu'on ait aussi à l'esprit que la réponse, ce n'est pas une réponse du système de santé seulement, c'est une réponse de toute la société. Que les communicateurs fassent leur travail, que les autres secteurs de développement également s'impliquent dans la réponse, chacun à son niveau. Et ne pas oublier qu'on est dans un monde où de plus en plus de maladies transmissibles nous viendront des animaux, du monde animal. On a vu que malgré la sensibilisation, les médias parlent et presque sur toutes les chaînes de télé ou radio et autres, il y a des points qui sont faits pour pouvoir éveiller la population. Mais malgré cela, il y a de fausses informations qui circulent ou des rumeurs qui circulent qui font aujourd'hui que certains doutent même des infos que l'on distille dans ces canaux-là. Donc comment faire aujourd'hui pour que la bonne info puisse être accessible? Vous avez raison. Et ces fausses rumeurs font très mal aux professionnels de santé que nous sommes. Très, très mal. La première fausse rumeur, c'est que ce virus est un virus fabriqué. Il a été fabriqué dans je ne sais quel laboratoire de la CIA, etc., qu'il a été amené pour limiter la population africaine, etc., etc. Évidemment, c'est non seulement pas
scientifique, mais ce n'est pas plausible. C'est vrai, je sais tout ce qu'on dit sur les armes biologiques, sur la guerre biologique, etc. Mais je vous assure que ce virus, le nouveau virus, c'est un coronavirus qui appartient à une famille de virus bien connus, avec d'autres virus qui ont, de la même famille, qui ont été à l'origine du syndrome respiratoire aigu sévère en 2003 et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en 2012, enfin il y a quelques années. Donc, les spécialistes savent très bien que les micro-organismes, ils sont tout le temps en train de changer. Il y en a de nouveaux qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, etc. Ça ne nous étonne pas que ce virus soit venu. Et ça n'étonne pas les personnes averties. Donc, il faut qu'on sache que c'est un virus qui est venu et qui va disparaître un jour. Deuxième fausse rumeur, c'est les traitements. Beaucoup de traitements. Je ne parle pas des prières, des nyan, mais des traitements qu'on prétend que l'ail, par exemple, soigne le Covid-19, ce n'est pas prouvé. L'ail, c'est de toute façon un bon antiseptique, hein, y compris, semble-t-il, des voies respiratoires, mais il n'y a pas de preuve que l'ail permet de soigner le Covid-19. L'alcool, même chose. On a parlé de l'alcool. Donc, on risque de se retrouver dans des situations où les traitements, entre guillemets, dont on essaye de faire la promotion, risquent de faire plus mal que le virus lui-même. Troisième, et c'est celle qui me fait le plus mal personnellement, c'est la vaccination. Qu'on dise non, ne vaccinez pas vos enfants, n'allez plus vous faire vacciner, c'est dans le vaccin qu'ils vont mettre des produits pour vous contaminer, pour vous tuer. C'est faux. C'est faux. La vaccination nous a permis de vaincre beaucoup de maladies et continue de nous donner l'espoir de vaincre la poliomyélite. On ne parle plus de la variole depuis 1978. Oui. Donc, vraiment, ça, c'est des fausses rumeurs contre lesquelles les journalistes que vous êtes, les communicants, chacun à son niveau doit lutter. Parce que c'est ces fausses rumeurs-là qui risquent de faire plus mal encore que l'épidémie elle-même. Alors, professeur, aujourd'hui, ce qui fatigue en réalité beaucoup plus les autorités, c'est les cas communautaires. Et vous avez évoqué les cordons sanitaires. Et aujourd'hui, quel est l'enjeu par rapport à l'absence de ce cordon sécuritaire? Bon, l'enjeu, du moment que actuellement on est dans une situation de limitation des mouvements, c'est des cordons sanitaires de fait. Parce qu'il manque juste peut-être la sécurité et le dépistage au point d'entrée et de sortie. Oui, ça c'est concernant les régions. Mais voilà. Aujourd'hui, si on prend Dakar par exemple, les gens ont la latitude de quitter le centre-ville, d'aller au Parcelles Assainies, de quitter Parcelles Assainies, d'aller à Guédiawaye. Oui, c'est un palier. Alors, c'est des zones de forte Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est un palier dans la réponse. Mais je crains bien que d'ici quelques jours, si la tendance s'accélère, ce que je ne souhaite pas, qu'on soit obligé d'aller au confinement. Comme c'est le cas en France, comme c'est le cas, je crois, dans d'autres pays, en Italie et dans d'autres pays européens. Maintenant, vous parlez du confinement. Parmi l'un des éléments de cet état d'urgence sanitaire qui a été décrété, c'est le couvre-feu de 20h à 6h du matin. Il y en a qui disent que ce n'est pas trop pertinent parce que l'essentiel des activités se passe entre 6h du matin et 20h. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne peux pas dire que ce n'est pas pertinent, du moment que ça permet de laisser que les personnes restent chez elles. De 20h à 6h du matin? Oui, non, c'est déjà pas mal, parce que plus les contacts se multiplient, plus que les risques de contamination également suivent. Donc si on peut avoir que les personnes soient confinées de 20h à 6h du matin, c'est déjà ça. Il viendra un moment, on ne le souhaite pas, où on va y rester 24 sur 24, 24 heures sur 24. Avec comme en France, la seule possibilité de sortir sur un rayon de 700 mètres autour de chez soi. Il vaut mieux le faire maintenant, observer quels vont être les résultats, que de décider d'un coup de tout fermer. Alors vous les professionnels, Aram, si tu le permets, oui, bien sûr, vous les professionnels de santé publique, il y avait d'autres pathologies avant ce coronavirus et ces gens sont un peu partout au Sénégal. Aujourd'hui, l'accès à ces différents hôpitaux de niveau 1 donc c'est pas possible, c'est interdit. Quel est le sort qui est réservé à ces patients qui avaient besoin justement d'accéder à ces urgences? Oui, il y a deux aspects. Je ne pense pas que l'accès soit interdit. L'aspect peut être difficile, rendu difficile par les déplacements entre régions, mais je suis à peu près sûr que les autorités administratives peuvent user de leur pouvoir
pour permettre le transfert de patients. Et déjà, ce n'est même pas un problème parce que ça ne concerne pas les ambulances, ça ne concerne pas le personnel de santé. Si un malade doit être évacué vers Dakar, je pense que ça doit pouvoir se faire sans problème. Il y a maintenant un autre versant, la méfiance que les patients, les malades, ont par rapport aux structures sanitaires, surtout de l'hôpital Fann. Donc les gens se disent qu'il y a des malades là-bas, si j'y vais, je risque d'attraper la maladie. Or, les malades là où ils sont dans un état de confinement et d'isolement tel qu'il n'y a aucun risque à aller dans les services qui fournissent des soins. Il faut juste respecter les mesures dont on a parlé et dont on parle depuis lors. Se laver les mains, garder une distance d'1 mètre, etc. Et n'y aller que vraiment quand on en a besoin. Donc je pense que ces mesures sont faites pour préserver la santé publique. C'est vrai qu'on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut faire mieux, mais on est sur un chemin et je pense que les autorités sont assez attentives pour pouvoir réajuster au fil du temps. J'imagine qu'après 1 semaine ou 2 semaines d'état d'urgence, un bilan sera fait et des réglages donc apportés. Si on s'arrête toujours sur ces maladies chroniques, il y a un personnel dédié pour soigner ces personnes. On a à côté le corona qui est là, qui demande encore un surplus de travail. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment où on n'aura pas suffisamment de personnel ou de bras pour pouvoir prendre en charge toutes les personnes qui auront besoin de se rendre dans ces structures sanitaires? Alors, ces patients, actuellement, ils sont pris en charge par des services de maladies infectieuses et de réanimation. Il arrivera un moment où ces services vont être débordés. Et il faudra que, à mon avis, au sein des collectivités territoriales, au sein des districts sanitaires, que des solutions tampons puissent être trouvées pour que les cas qui n'exigent pas de réanimation, qui n'exigent pas une prise en charge spécialisée, puissent être en amont pris en charge dans des services flexibles, s'il le faut, en France, voilà, intermédiaire. En France, vous entendez parler d'hôpitaux de campagne. Oui. On n'a pas les moyens de déployer des hôpitaux de campagne, mais je pense qu'on peut déployer dans des endroits dédiés, comme vous dites, des services avec des lits, avec un minimum d'équipement, avec du personnel qui pourrait être composé d'étudiants en médecine en fin de cycle ou de médecins bénévoles qui pourraient animer ces services, faire du dépistage, faire la prise en charge des cas. Comme ça, les services de santé seront désengorgés et pourraient assurer la continuité du service par rapport aux pathologies dont vous parlez. Et la disponibilité de l'équipement de protection? Oui, en plus, donc on a parlé, là où j'ai des craintes, c'est par rapport aux équipements de protection individuelle qui sont composés de la tunique étanche, de combinaison étanche qui va donc de la tête aux pieds, de bottes, de lunettes, de masques, certains types de masques spécifiques, et de surbottes et de gants, etc. Donc ces équipements de protection individuelle sont assez rares. Je pense qu'il faut que le ministère de la Santé ait peut-être fasse attention à ça, parce que c'est ça qui protège le personnel de santé. Il n'est pas concevable qu'un agent de santé puisse toucher un patient ou un sujet suspect sans cet équipement-là, parce qu'il risquerait lui-même d'être malade. Et l'expérience a montré que, l'expérience de Ebola l'a montré, et cette nouvelle épidémie a montré que le personnel de santé paye un lourd tribut à ces épidémies hautement pathogènes. Alors, parmi les fake news que vous avez évoquées, vous avez parlé des traitements supposés guérir cette maladie. Aujourd'hui, il y a la découverte ou bien les essais qui ont été faits par le professeur Raoul. Quelle est la position aujourd'hui de votre association par rapport à cette molécule qui est justement utilisée par le professeur Seydi ici au Sénégal? Je dois rappeler qu'avant le professeur Raoul s'est basé lui-même sur des recherches qui avaient déjà été faites en Chine et qui étaient concluantes. Le professeur Raoul a fait une première étude sur, si mes souvenirs sont bons, 24 patients. Exactement. Et il a lui-même précisé que des études devaient être continues. Et c'est ça la recherche. Une seule étude est rarement concluante pour dire, bon, on peut aller ici ou là. Mais jusqu'à présent, les études qui ont été faites
il y en a déjà pas mal, convergent vers l'efficacité de la chloroquine, et en particulier pour le cas du professeur Raoult, de l'association chloroquine-azithromycine dans ces molécules aident à faire baisser très rapidement la charge virale. Et de ce point de vue, ils sont utiles. Et le professeur Seydi, lui-même, qui a commencé à les utiliser au Sénégal, affirme que les premiers résultats sont encourageants. On ne peut que s'en féliciter et appuyer ces essais thérapeutiques, en sachant que ça reste une maladie généralement bénigne, qui guérit avec un traitement symptomatique, c'est-à-dire soigner les signes, surtout quand il y a des signes graves, par exemple une détresse respiratoire. Donc le traitement, jusqu'à présent, à mon avis, il reste encore le plus souvent symptomatique. Alors là aussi, on nous informe par rapport à la chloroquine que la seule usine qui fabriquait Médis n'est plus opérationnelle depuis janvier. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas une crainte à ce niveau, si toutefois c'est avéré que c'est la bonne fenêtre de tir? Je ne suis pas... J'ai vu les chiffres comme vous. J'ai vu des chiffres qui avançaient 800 boîtes, etc. Personnellement, j'ai des doutes sur la véracité de ces chiffres. Je sais que quand il y a eu donc cette étude du professeur Raoult, il y a eu une sorte de ruée de la population vers ces chloroquines, au point que il a fallu, je pense, que les autorités freinent un peu, parce que ce n'est pas en automédication, encore une fois, que ces médicaments... Vous ne craignez pas la pénurie? C'est pas que je ne crains pas, je ne connais pas l'état des stocks. Je ne peux pas me prononcer sur la véracité des chiffres qui sont avancés. Jusqu'à présent, je n'ai aucune information qui me permette de dire qu'il y a pénurie ou qu'il y aura pénurie, jusqu'à présent. Doit-on aujourd'hui insister sur la stratégie de riposte en soignant les malades, ou faire en sorte également de privilégier la recherche pour pouvoir venir à bout de cette maladie? Les stratégies combinent aussi bien la prise en charge des cas, c'est obligatoire. On ne peut pas laisser les malades à eux-mêmes. Il faut qu'ils soient pris en charge. On ne peut pas non plus laisser des sujets porteurs du virus dans la nature. Donc le dépistage aussi, autant que possible, élargir, jouer sur la définition des cas pour élargir le recrutement pour ce qui est du dépistage. Mais encore une fois, dans le cadre, vous savez, en matière de prévention, il y a ce qu'on appelle la prévention primordiale. D'accord. Les comportements, les autres secteurs de développement doivent nécessairement s'impliquer. Qui dans l'information, qui dans la limitation des mouvements des personnes et des biens, qui dans la fourniture en équipement, etc. Donc je crois qu'il faut garder cela à l'esprit, que c'est une réponse de toute la société. Merci. Ce n'est pas une réponse seulement du système de santé. Aujourd'hui, nous avons les yeux rivés vers la Chine. Et vous avez quelques secondes pour répondre. Et Marseille pour justement la recherche. Quid de la recherche en Afrique et au Sénégal plus particulièrement, pour venir à nous, pour compter que sur nos propres moyens, justement pour vaincre ces gens. Je peux vous dire que ce matin, moi j'étais dans une réunion où justement il était question de proposer dès demain des protocoles de recherche pour apporter une réponse adaptée. Et c'est le sens de la proposition dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait partie de ces propositions. Donc les chercheurs ne dorment pas. Merci beaucoup, professeur Issa Awane, qui est agrégé de santé publique. Il est également le président de l'Association sénégalaise des professionnels de santé publique. Merci pour les éclairages. Et à Papa Djibril Fall, merci également. À vous qui nous suivez de partout, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Passez d'excellents mois en compagnie.